Je le redis dans ce début de vidéo, mais je prépare une FAQ. Je relance la chose parce que je n'ai pas eu beaucoup de questions finalement dans la première vidéo où j'ai annoncé ça. Donc je le répète, j'organise une FAQ pour les 5500 abonnés. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai du coup dans une vidéo dédiée. Je ferai sûrement une annonce sur Insta et ailleurs aussi, mais en tout cas je voulais le refaire ici. Et maintenant, votre vidéo. Salut tout le monde, c'est Lizofaï et bienvenue dans cette vidéo recommandation jeu. La dernière fois j'avais parlé de jeux d'affrontement, donc c'était des jeux qui se jouaient globalement à deux et qui avaient comme particularité surtout d'avoir la plupart du temps un plateau avec des personnages qui sont placés et il faut se déplacer dessus pour aller taper l'adversaire, même Twisted Fables. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'autres jeux à deux, qui sont les jeux à deux auxquels je préfère jouer, et on va commencer cette sélection par une évidence. Oui, une évidence. Alors c'est vrai que dans le jeu de société, c'est une phrase que j'aime pas beaucoup, parce que tout le monde a son parcours de jeu de société. Moi, j'ai beaucoup de classiques auxquels je n'ai pas joué, et ça fera l'objet de pas mal de vidéos. Mais si vous n'avez cherché ne serait-ce qu'une seule fois des jeux à deux, et plus ou moins les meilleurs jeux à deux, vous êtes forcément tombé sur Seven Wonders Duel. Petit préambule, je ne suis pas grand fan du Seven Wonders classique. Je trouve que Seven Wonders est un jeu où on ne contrôle pas grand chose, où on est trop dépendant des autres, et contrairement à un Sushigo où là c'est vraiment la base du truc, c'est juste de drafter, etc. Là j'ai parfois le sentiment en fait de me faire entuber complètement, surtout s'il y a plein de joueurs. Seven Wonders Duel, à côté, je l'aime vraiment beaucoup. Seven Wonders Duel, pour ceux qui n'y ont jamais joué, c'est un jeu plus ou moins de draft aussi, puisqu'on a une pile de cartes, on peut récupérer certaines cartes qui sont placées, celles qui sont visibles et non verrouillées, et chaque tour on a le choix soit d'en prendre une, soit d'en prendre une pour construire autre chose, soit de la défausser pour gagner de l'argent. Et souvent quand on défausse, c'est qu'on peut pas l'acheter. La stratégie de Seven Wonders Duel, c'est d'être toujours opportuniste et surtout fin stratège, dans le sens où vous allez récupérer une carte, mais du coup vous allez libérer une autre carte à l'autre, donc il faut faire attention à ce que l'autre ne puisse pas récupérer telle autre carte, etc. Bref, il faut toujours voir de manière pyramidale, vu que c'est souvent ce qui est placé dans le jeu, à quel moment ce serait intéressant pour vous de prendre une carte, de rejouer, de pas prendre de carte, etc. Seven Wonders Duel, j'en ai fait quand même une bonne vingtaine, trentaine de parties. Ça peut paraître peu par rapport à certains, je sais, mais c'est vraiment le jeu à deux que je propose très souvent parce qu'il a cette particularité d'être assez complexe mais surtout assez accessible pour quand même intéresser le grand public. C'est ce genre de jeu où si vous avez trouvé quelqu'un qui par exemple aime beaucoup les jeux de manière générale mais qui a pas beaucoup joué à des jeux de société, vous lui présentez Seven Wonders Duel, et ben la plupart du temps il tombe sous le charme. Le seul truc dont je me passerais avec Seven Wonders Duel, c'est la mise en place. J'adorerais qu'il y ait une version numérique de Seven Wonders Duel, mais malgré ce placement à chaque partie des cartes, etc., eh bien on a toujours une super partie qui s'offre à nous. Il y a souvent des stratégies comme bloquer des ressources où on va prendre toute la même ressource, comme ça l'autre personne, si elle veut une seule de ces ressources, il va galérer. Faire des embargos, des trucs comme ça c'est vraiment le propre de Seven Wonders de manière générale. Et bien Seven Wonders Duel a aussi ça, pour moi de manière plus fluide, pour moi de manière plus aboutie, et pour moi il fonctionne beaucoup mieux que Seven Wonders classique. Le deuxième jeu est un jeu où vous allez me dire que j'arnaque un peu. Déjà la dernière fois quand j'ai parlé de jeux d'affrontement en disant que c'était des jeux à deux, il y avait quand même Champ d'honneur qui peut se jouer à 4, il y avait Twisted Fables qui peut se jouer à 4, il y avait God Tier qui peut se jouer à 6, mais ce sont malgré tout des jeux qui sont optimisés à deux. Et ce deuxième jeu a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il propose de jouer à plus de deux, mais en vrai il est bien plus optimisé à deux. C'est Harry Potter, la bataille à Poudlard. C'est juste bataille à Poudlard. Ah oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui jouent en plus à plus de deux à ce jeu-là. Eh bien, clairement, après beaucoup de parties, c'est une erreur. C'est très prétentieux de dire ça, je vais vous dire pourquoi. Mais avant ça, on va parler un peu du jeu. Harry Potter Bataille à Poudlard est un jeu de deck building et je pourrais même dire un premier jeu de deck building. Il a deux particularités. Déjà, il est extrêmement accessible, on comprend tout de suite les bases du deck building, à savoir on joue des cartes, on gagne de l'argent, on achète des cartes et on crée un deck meilleur. La deuxième particularité, c'est surtout qu'il est coopératif. La coopération dans les deck building, on le voit de plus en plus, il y a vraiment beaucoup de jeux aujourd'hui de deck building coopératif. Bientôt il y a Slay the Spire, j'ai tellement hâte. Et celui-ci, eh bien on a joué dans toutes les configurations possibles. On a joué à deux,
on a joué à 3 et on a joué à 4. Eh bien, à 2, c'était très facile, en tout cas pour les premiers scénarios. À 3, c'était faisable mais compliqué. Et à 4, c'était infaisable. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces jeux comme en l'occurrence Dice Throne, qui ont prévu de jouer à 4, mais en réalité on sent que c'est pas fait pour. À cause d'une seule chose, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir joué de la partie. Quand vous jouez à 3 ou à 4 à Harry Potter Bataille à Poudlard, vous avez le sentiment de faire beaucoup moins de tours que les autres, de ne pas avoir le temps de créer votre deck, et du coup la partie enchaîne les tours, et enchaîne les pertes de PV à tout le monde, et enchaîne du coup les menaces et les moments où vous allez perdre. Vous n'aurez pas le temps de jouer votre deck lorsque vous jouez à 3 ou à 4 joueurs. Alors que quand vous jouez à 2, le jeu est clairement beaucoup plus optimisé. On a un jeu à 2 qui devient très simple dans les premiers scénarios et un petit peu ardu dans les suivants. Il faut faire en sorte au maximum de se créer les decks les plus optimisés avec les cartes qui nous sont proposées. Et le jeu garde malgré tout une difficulté, même à 2 joueurs, et j'imagine pas la difficulté si on a 3 ou 4 pour les niveaux difficiles. Harry Potter Bataille à Poudlard, c'est un jeu que je sors assez régulièrement, pas trop pour ne pas non plus rusher les scénarios proposés, mais ce qui est le plus étrange avec Harry Potter Bataille à Poudlard, c'est à chaque fois qu'on le sort, on se dit putain c'est long finalement, c'est quand même long, parce que le principe c'est que les premiers scénarios, on a 1, 2 ennemis, et plus on avance, plus on a une vingtaine d'ennemis à vaincre, et finalement la partie peut durer plus de 2 heures. Mais c'est malgré tout un jeu que je conseille pour les fans d'Harry Potter, parce que c'est vrai que quand on parle de jeux à licence, on a souvent des mauvaises idées en tête, et parfois on sort des petites merveilles comme ça, qui fonctionnent excellemment bien, qui sont ultra accessibles, et ça c'est hyper agréable, et qui font découvrir une mécanique de jeu avec une licence. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. On continue avec un jeu qui est sorti cette année. Je ne vous cache pas que je suis très heureux de vous le présenter, vous le représenter quelque part. C'est un jeu qui était censé sortir en novembre, qui a été repoussé encore, et là je crois qu'il est repoussé jusqu'à mars ou avril. Mais grâce à Lucky Duck Games, eh bien j'ai pu recevoir un exemplaire en avant-première, et je vais du coup pouvoir vous le présenter, et je vous conseille très sincèrement d'aller le récupérer. Il s'agit de Radlands. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'ai présenté très vite fait, très succinctement Radlands lors de mon vlog à Octogone. C'est un jeu de cartes plus malin que beaucoup d'autres jeux de cartes. Pour une raison, c'est que ce jeu ne permet pas tout à fait d'avoir des méta. Allez, on rentre tout de suite dans ce que je n'aime pas et que je vais vous expliquer maintenant. Je n'aime pas les jeux de cartes à collectionner. Alors je dis je n'aime pas, j'ai joué à Yu-Gi-Oh pendant un temps, j'ai joué à Shadowverse, à Hearthstone pendant un temps, et je me suis rendu compte que c'était des jeux auxquels on ne pouvait pas véritablement se plonger dedans sans y mettre énormément d'argent. À cause d'une chose, les méta. Dans chaque jeu, techniquement, il y a des méta. Qu'est-ce qu'une méta? C'est la meilleure stratégie possible pendant une période. Par exemple, si je vous parle de Splendor, pour Splendor, il y a une méta, une stratégie plus optimisée qu'une autre, qui est de prendre 3 pierres précieuses au lieu de 2 d'une même couleur. Après plusieurs dizaines, voire centaines de parties, eh bien c'est un truc qu'on remarque. Dans les jeux de cartes à collectionner, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball Z, etc., il y a des méta, à savoir des decks plus optimisés dans une période que d'autres, et si on ne joue pas ces cartes dans notre deck, eh bien on peut considérer qu'on a perdu. Je grossis volontairement cet avis, mais en même temps c'est ce que je pense. Et Radlands dans tout ça, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas de méta? Alors il a des méta dans le sens où on peut choisir des camps de base qui sont plus intéressants que d'autres, mais la grosse particularité de Radlands, donc c'est un jeu où on a un deck et on va pouvoir jouer des cartes, etc. Mais le côté intelligent, c'est qu'on a un deck pour 2 joueurs. Ce deck, on va être tous les deux à piocher des cartes dans ce même deck, donc on a les mêmes cartes chacun, les mêmes possibilités d'avoir les mêmes cartes chacun. Ce deck va être au centre de la table et les 2 joueurs vont pouvoir piocher dedans. C'est un jeu comme un Hearthstone ou ce genre de choses qui fonctionne avec du mana, ici représenté par de l'eau. L'eau est nos points de mana, nos points d'action, nos manières de pouvoir jouer des cartes. Chaque carte a un coût en eau, on va la jouer, on dépense l'eau et si on n'a plus de points, eh bien on est obligé
obligé de passer. Le but du jeu, détruire les 3 camps adverses. On a 3 lignes de défense, on peut donc mettre des personnages pour défendre ce lieu, on peut mettre des punks pour défendre ce lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un punk? Eh bien c'est une carte du paquet face verso qu'on va placer sur le terrain. Ça nous fait un personnage de plus pour nous défendre. Et ça pareil, cette petite mécanique de on prend une carte face cachée et on s'en sert de personnage, je trouve ça brillant. Et la dernière chose à savoir, c'est qu'il y a 3 lignes qui représentent à la fois un espace de jeu, puisqu'on peut placer des personnages à différents niveaux, mais ça représente aussi un compte à rebours dans lequel on peut mettre des cartes événements qui, selon le numéro qui sont placés, eh ben on va la mettre soit à la place 2, soit à la place 1, et si elle est à 0, eh bien ça explose directement contre l'adversaire. Le jeu propose aussi, si on est vraiment pas bien, eh bien de défausser les cartes de sa main. En défaussant les cartes de sa main, on va gagner un bonus qui est en haut à gauche de la carte. Ça va permettre de sortir de certaines situations. Mais attention, en défaussant, on va galérer à piocher dans ce jeu parce que piocher, on pioche une carte par tour. Et sinon, on peut faire comme action de piocher, mais c'est 2 dos pour piocher une carte. Sachant qu'on n'a que 3 dos par tour, autant vous dire que vous allez réfléchir à 2 fois avant de jeter vos cartes beaucoup trop vite. Radlands, vraiment, c'est... J'avais joué à Octogone, j'avais pas trop compris mais je m'étais dit tiens j'ai envie d'y rejouer. Et quand je l'ai reçu, quand on y a rejoué avec le même ami qui était venu avec moi à Octogone, on a fait ah ouais non mais ça fonctionne vraiment bien Radlands. Une petite boîte en plus, une toute petite boîte avec juste des cartes et des petits jetons de mana. Ah je sais c'est des jetons d'eau mais bon. Sincèrement je m'attendais pas à ça avec Radlands, je m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur pour un jeu d'une efficacité redoutable où on apprend au fur et à mesure des parties comment on va être plus efficace. Au début de la partie on va piocher un certain nombre de camps chacun et on va devoir en sélectionner uniquement 3. Ces camps ont tous des effets différents, donc quelque part il y a plus ou moins une méta à ce niveau-là, dans le sens où il y a des camps peut-être qui sont plus intéressants que d'autres, ou des combos de camps qui sont plus intéressants que d'autres. Mais comme c'est une pioche au hasard, finalement on n'a pas trop cet aspect de on se fait entuber parce que l'autre a un meilleur camp que nous. La dernière partie qu'on a fait, mon adversaire avait un camp très défensif, moi j'avais un camp très agressif et malheureusement j'arrivais pas à compenser malgré tout quoi. J'ai fini par gagner, mais au bout d'1h30. Oui, 1h30 parce que c'est quand même écrit 20 à 40 minutes sur la boîte. Globalement, c'est à peu près ça. Il y a des parties qui peuvent être très rapides, des parties beaucoup plus longues. Je pense que là, on était vraiment dans une configuration de... c'était compliqué pour lui de gagner, mais c'était long pour moi de gagner aussi. Vraiment, si vous avez l'occasion, a priori, ça sort fin janvier. Je vous conseille sincèrement d'aller vers Radlands, qui est pour moi mon gros coup de cœur de ces derniers mois. Facile à prendre en main, assez difficile à maîtriser, mais une fluidité dans les tours qui est assez géniale, surtout avec cette eau, cette mana limitée en fait entre les joueurs, qui oblige à prendre des décisions drastiques. J'adore ces jeux qui vous limitent énormément dans vos choix, et où chaque choix va vraiment vous tirailler. Donc Radlands, ça coûte une vingtaine d'euros, ça sort fin janvier, je vous conseille d'y aller. Allez, 4e jeu de cette sélection, un jeu que je pensais pas aimer. Et ouais, c'est con, mais j'ai tellement aimé le jeu dont il est tiré que j'avais du mal à me dire que j'aimerais cette version-là. Je parle de ce jeu sorti en 2022, fin 2022 d'ailleurs, qui a fait grand bruit. Il s'agit évidemment de Splendor Duel. Comment ne pas parler Splendor Duel? J'ai parlé de Seven Wonders Duel, lui maintenant c'est une nouvelle évidence. Pourquoi je pensais ne pas aimer Splendor Duel? Eh bien parce que j'adore déjà Splendor de base à 2 joueurs. Et je me suis dit, Splendor Duel, ça va changer quoi finalement? Ça va pas forcément être bien meilleur que Splendor à 2 joueurs, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Oh là 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 là. Si j'avais su. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Splendor? Splendor, c'est un jeu dans lequel il faut récupérer des pierres qui vont nous permettre d'acheter des cartes, et ces cartes vont nous donner des pierres de base qui vont nous permettre du coup d'acheter des cartes encore plus puissantes, et le but est d'atteindre un certain nombre de points de victoire pour pouvoir finir et surtout gagner la partie. Dans Splendor de base à 2, il y avait déjà ce côté je vais avoir ça avant toi, je vais avoir ça avant toi, ça sera je serai plus efficace, je serai plus optimisé que toi. Un côté très mathématique dans Splendor. À 2, il fonctionnait très bien justement grâce à ça, grâce à ce côté mathématique, stratégique et opportuniste. Splendor Duel a ajouté quelque chose de génial,
Bah c'est l'interaction. Splendor Duel a ajouté notamment ce plateau qui permet de récupérer les pierres. On ne peut les récupérer qu'en ligne ou en diagonale, par 3 pierres maximum, et il y a plusieurs règles qu'on doit respecter si on ne veut pas donner des bonus à son adversaire, notamment si en une prise on prend 3 fois la même couleur, on doit donner un bonus à son adversaire. Ou si on prend les 2 perles, qui sont la ressource en plus ajoutée, qui fout le bordel complètement, pareil, on donne un bonus à son adversaire. Pourquoi la perle est la ressource qui fout le bordel? Parce qu'elle est sur beaucoup de cartes et qu'il y a très peu de perles sur le plateau. Et du coup, le jeu amène finalement l'interaction. L'interaction qui ne se limite pas à « je te prends ça avant toi », mais qui rajoute des dilemmes à se dire « est-ce que je prends ça mais en même temps si je le prends ça, ça lui donne ça ?» Et surtout les effets sur les cartes, sur les nouvelles cartes qui sont ajoutées dans ce jeu, qui rajoutent un côté punaise, il faut vraiment que je me dépêche de prendre cette carte parce que sinon il va la prendre et ça va lui donner un bonus vraiment trop fort pour ce qu'il a. Il y a des dilemmes encore plus forts dans Splendor Duel qui fonctionnent excellemment bien. Est-ce que ça va m'empêcher d'apprécier encore Splendor? Ça va peut-être me laisser maintenant un goût légèrement amer en rejoignant juste à Splendor de base. Et ce, même à 3 ou 4 joueurs. C'est vrai que Splendor Duel a amené tellement de nouveautés et tellement de puissance dans l'interaction qui fait qu'aujourd'hui, retourner sur Splendor de base, on se dit, putain, il y a un manque. C'est comme s'il manquait une extension, vous voyez. Je pense que j'apprécierais toujours Splendor de base, mais quand même, Splendor Duel a amené vraiment quelque chose de super intéressant, de super riche. Je ne pensais pas que j'allais autant apprécier Splendor Duel et que j'aurais autant envie d'en refaire, en refaire et en refaire. Si vous avez l'occasion, évidemment, bah prenez-le, parce que et si vous avez l'occasion d'y jouer, surtout parce qu'à 2, bah voilà, il faut quand même pouvoir jouer à 2. C'est aujourd'hui dans mon top des jeux à 2. Ça fait partie, comme Summon Wonder Duel, je pense, les jeux automatiques que je proposerai à 2. Donc pour moi, c'est aujourd'hui un incontournable, alors qu'il est sorti depuis si peu de temps. On arrive au dernier jeu de cette liste, et ce jeu, j'en suis content de vous en parler. Ce jeu-là, j'ai pas encore pu faire toute la campagne, j'ai pas encore pu tout faire, mais en même temps, c'est juste pour le savourer, parce qu'il est tellement court, mais il est tellement bien. J'adore ce genre de jeu, il s'agit de Complice. Complice est un jeu exclusivement à 2, dans lequel 2 joueurs vont avoir chacun une paire de lunettes. Un joueur va avoir une paire de lunettes rouges, l'autre va avoir une paire de lunettes bleues, et ils vont devoir se déplacer dans un lieu matérialisé par un crayon. Le problème, c'est que dans ce lieu, il y a des lasers bleus et des lasers rouges. Donc le joueur rouge ne voit pas les lasers rouges, et le joueur bleu ne voit pas les lasers bleus. Il va donc falloir communiquer à base d'infos très simples, mais à la fois parfois vicieuses. En haut, à gauche, non, attends, non, pas tout de suite, non, de ce genre de choses. Et là, vous vous dites, mais c'est facile finalement, enfin faut juste dire vas-y doucement, et puis monte un petit peu à droite, machin, etc. Sauf que ça aurait été simple s'il n'y avait pas un timer de 2 minutes par niveau. C'est ça le génie de Complice, c'est amener ce petit côté timer qui met un peu de pression pendant la partie et où on se dit merde, il faut que je monte, ah non, vite, reviens par là. Parce que le but c'est de récupérer des trésors qui sont à l'intérieur du niveau, mais c'est aussi de s'échapper du lieu et donc de rejoindre une des sorties. Si on ne rejoint pas une des sorties, on perd beaucoup de trésors. Ce jeu a été vendu comme le premier jeu d'ambiance à 2. Finalement, je suis assez d'accord. Mais pour moi, il me rappelle surtout, si vous n'y avez pas joué, je vous le conseille sincèrement, le jeu vidéo Opération Tango. Opération Tango, c'est un jeu vidéo dans lequel on est à 2 joueurs et chaque joueur n'a pas la même vision des choses et il va falloir communiquer sur ce qu'on voit, sur ce qu'on va faire, etc. Et ça va nous permettre d'avancer dans les niveaux, de faire des énigmes, des choses comme ça, mais pas des énigmes très compliquées. C'est souvent ok, j'ai écrit 365, ok, 365 c'est droite. Voilà, ce genre d'infos extrêmement simples, mais qui malgré tout demandent beaucoup de communication pour pouvoir avancer. Là c'est pareil, les informations sont très simples, haut, bas, gauche, droite, globalement c'est ça, mais il faut se dépêcher de dire haut, bas, gauche, droite, parce que sinon on perd beaucoup de choses. Et parfois on a des malus comme par exemple le joueur rouge, donc celui qui trace, n'a pas le droit de parler, ou encore il est interdit de repasser sur son tracé. Des conditions qui vont gêner votre partie et qui feront que la partie sera un peu plus compliquée. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, Complice. Qu'est-ce que c'est bien fait, j'y rejouerai encore et encore. Ce qui est dommage par contre avec Complice, c'est qu'il n'y a que
4 x 4 niveaux. En fait, le jeu nous décrit vraiment qu'il faut enchaîner 4 niveaux à chaque fois. Pourquoi? Parce que si on fait un niveau, on refait un autre niveau une autre fois, etc., on va finir par apprendre les niveaux et les connaître par cœur, et le fait du coup d'enchaîner 4 niveaux, bah on s'en souviendra moins et ça sera d'autant plus intéressant d'y retourner. Ici, il y a donc 16 niveaux au total, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup, ça fait 4 sessions en soi, mais on a toujours envie de faire mieux, de faire plus, et donc on y revient quand même avec plaisir. Complice, un de mes jeux préférés de 2022, si je ne dis pas de bêtises. Il a une image qui a l'air très bête, mais sincèrement, ouais, ça marche. Ça marche, Complice, c'est vraiment efficace, c'est drôle en plus. Bref. Allez-y. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous redemande de me poser vos questions en commentaire pour la prochaine FAQ qui s'annonce. Et mettez-moi aussi en commentaire les différents jeux à deux que vous adorez jouer. Et surtout pour la chaîne, pour soutenir mon contenu, pour soutenir la chaîne de manière générale, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air, le petit abonnement, le petit like, enfin toutes ces choses-là, ça aide énormément à ce que la chaîne soit vue et à me permettre du coup de vous proposer d'autres contenus encore et encore. Dans cette vidéo, il y avait Splendor Duel qui m'a été envoyé par Asmodée, merci encore. Et il y avait surtout Radlands envoyé en avant-première par Lucky Duck Games. Merci beaucoup à eux de me faire confiance pour présenter leur jeu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!